Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara était hier lundi au siège de la Banque mondiale à Washington aux États-Unis d'Amérique. Il a été reçu pour exposer sur les performances économiques et la stabilité que connaît la Côte d'Ivoire. Le rassemblement annuel du mouvement SAN a débuté ce mardi matin ici à Abidjan. C'est une rencontre qui permet au pays d'échanger sur leurs progrès en matière de lutte contre la malnutrition. Au Libéria, la Cour suprême a suspendu depuis hier lundi le processus électoral dans le pays à la veille du second tour prévu de la présidentielle entre l'ex-star du football international George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai. Sans fixer de nouvelles dates au scrutin, les avis sont partagés. Voilà, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, était hier lundi au siège de la Banque mondiale à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Il a été reçu pour exposer sur les performances économiques et la stabilité que connaît la Côte d'Ivoire. Le thème choisi à cette occasion, de la crise à la stabilité, expérience et leçons à retenir de la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin, notre envoyé spécial à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas de risque à le voir comme inédit. Le passage du président de la République, Alassane Ouattara, ce lundi au siège du groupe de la Banque mondiale à Washington. Le président ivoirien y a été invité par la directrice générale de l'institution, Kristalina Georgieva, pour un exposé sur la stabilité économique de la Côte d'Ivoire après la crise politico-économique vécue par le pays. De la crise à la stabilité, expérience et leçons tirées de la Côte d'Ivoire, c'est le thème de cette communication. Le président Alassane Ouattara a saisi l'occasion pour présenter toutes les réformes en vigueur, source des performances économiques de la Côte d'Ivoire en si peu de temps depuis qu'il est aux affaires. Il s'agit des efforts de développement poursuivis, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de l'énergie. Au terme de cette rencontre d'environ 2 heures d'horloge devant un parterre de personnalités venant des 4 coins du monde, le président Alassane Ouattara a salué l'initiative prise par la directrice générale de la Banque mondiale, ce qui a été une fois de plus pour lui l'occasion de donner de la voix pour parler des performances économiques de la Côte d'Ivoire. Le seul mot que je veux dire, c'est de remercier Madame la directrice générale de m'avoir donné cette opportunité de parler de notre pays, de notre expérience, de notre vision et surtout des perspectives très positives qui s'offrent à nous dans l'union, dans la cohésion et dans le travail. Le chef de l'État ivoirien a aussi rencontré le président de la Banque mondiale, toujours au siège de l'institution, avant de se rendre à 2 pas de là au Fonds monétaire international, FMI, où lui-même a travaillé pendant plusieurs années en tant que directeur général adjoint. Devant le conseil d'administration du FMI, le président Alassane Ouattara a également fait une communication. Comme quoi, le président de la République de Côte d'Ivoire ne peut pas venir à Washington sans être en contact avec ses institutions de Bretton Woods qu'il a servi en son temps avec dévouement et abnégation. Deuxième grand titre de cette édition, Abidjan abrite depuis ce mardi le rassemblement annuel du mouvement pour le renforcement de la nutrition SAN. La rencontre qui se tient pour la toute première fois sur le continent africain, l'occasion pour les membres du gouvernement, la société civile, les Nations Unies, les donateurs et autres scientifiques d'examiner les progrès réalisés et les défis à venir dans la lutte pour la réduction de la malnutrition. Et c'était en présence du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Degan. La surnutrition gagne du terrain. Elle touche de plus en plus la population adulte, notamment les femmes, avec une proportion de 25,6% de femmes en âge de procréer. Abidjan reste la zone la plus touchée avec un taux de 40%. Face à tous ces défis, le mouvement SON constitue pour le gouvernement ivoirien un important levier pour mettre en action une action multisectorielle
efficace dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. Le gouvernement ivoirien a fait du développement du capital humain en général et la problématique de la nutrition en particulier l'une de ses grandes priorités. En effet, la Côte d'Ivoire aspire à des progrès économiques, sociaux et culturels rapides. Ce développement ne peut se faire sans le développement du capital humain. À cet effet, il me plaît de vous annoncer que notre pays, la Côte d'Ivoire, est fortement engagé dans l'initiative Faim Zéro, dont j'ai l'estime honneur d'être le facilitateur politique à la demande donc du président de la République. Le reportage complet d'Alexis Ouedraogo dans nos prochaines éditions. La première dame de la République d'Haïti, Martine Moïse, est arrivée hier lundi soir ici à Abidjan pour prendre part aux travaux du Rassemblement mondial du mouvement SON qui a commencé aujourd'hui, un mouvement qui lutte pour une nutrition adéquate en phase avec les objectifs de développement durable. Elle a été accueillie par la ministre de la Santé, Raymanda Goudou. Au Kofichi, nous écoutons la première dame de la République d'Haïti, Martine Moïse. Dans mon pays, en Haïti, la nutrition me tient vraiment à cœur. C'est pourquoi, comment je le fais moi, je n'attends pas que les mères viennent avec les enfants. Moi, je vais dans les sections communales, les plus petites parties du pays, et je vais apporter les soins. Donc j'ai commencé avec l'identité, parce que les enfants dans ce coin-là ne vont pas en ville pour se faire identifier. En les identifiant, je leur donne le vaccin et également je me penche sur la nutrition. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent de malnutrition. Donc ces enfants-là, on les prend en compte, on fait le suivi avec les parents et de temps en temps, on envoie quelqu'un d'autre faire le suivi pour voir si l'enfant augmente de poids, si l'enfant va mieux. Donc sinon, on transfère les enfants en ville pour qu'on puisse en prendre soin. Le gouvernement, les partenaires financiers, les partenaires au développement ont évalué la mise en œuvre du PND 2016, le Programme national de développement. Et le ressort de cet examen, un niveau d'investissement de 3 000 milliards de francs CFA, soit une proportion de 66,9% contre 62,4% prévu. Plus de détails avec Noël Ngagno Sakalo. Le plan national de développement 2016-2020 a connu une mise en œuvre en 2016. Qu'est-ce qui a été fait? Comment cette mise en œuvre a-t-elle impacté la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire? Membre du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président du comité de suivi, les partenaires financiers et les partenaires au développement ont passé au scanner cette première mise en œuvre 2 heures durant. Que retenir de cet examen? Une première chose, le tableau d'exécution est satisfaisant avec, au bout du compte, la réduction de la pauvreté de plus de 4 points. Pour la gestion 2016, les investissements totaux du secteur privé s'élèvent en volume à 2 979 milliards de francs CFA, soit environ 66,9% des investissements globaux. Plus importante que le taux moyen qui était attendu dans le cadre du PND, qui était donc de 62,4%. Par ailleurs, dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de vie des populations, les dépenses pro-pauvres ont augmenté, passant de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 1 770 milliards de francs CFA en 2015, pour atteindre 2 015 milliards de francs CFA en 2016, soit 9,4% du PIB. Ainsi, sur la période 2011-2015, le PIB par habitant a progressé de plus de 25% et le taux de pauvreté est passé de 51% à environ 46%. Autre indicateur, la contribution des partenaires au développement avec comme incidence la réalisation de projets structurants. Il est heureux de constater que le rapport de suivi au titre de l'année 2016 fait ressortir une contribution substantielle des partenaires au développement évaluée à 662,8 milliards de francs CFA. Cette importante contribution a permis la réalisation de plusieurs projets d'envergure, notamment l'aménagement de routes et d'autoroutes, la mise en exploitation des champs captants de Bonois, l'approvisionnement en eau potable de plusieurs localités, la construction du barrage de Soubré. Il faut maintenir le cap. Bonne gouvernance oblige. Cette revue est une première du genre. Nous l'avons rappelé donc le 4 septembre dernier. C'est la première fois qu'on a cet exercice. Et je pense qu'il est fondamental qu'on puisse donc le systématiser et faire en sorte qu'on ait donc ce dialogue permanent au niveau de la mise en œuvre du PND. Les parties prenantes se sont accordées sur un agenda
Nous avons prévu de nous revoir donc, de façon périodique. Au niveau ministériel, déjà un dialogue un peu plus renforcé entre les ministères sectoriels. Avec les partenaires au développement, une rencontre beaucoup plus régulière, tous les 2 mois, au niveau technique. Avec le Premier ministre, aussi souvent que nécessaire. Et tous les 3 mois, avec le ministère du Plan, avec le Premier ministre, de façon aussi régulière que possible. Mais cet exercice qui était prévu pour être annuel va être fait tous les 6 mois avec des dates précises. Le PND 2016-2020, c'est 30 000 milliards de francs CFA à investir sur 4 ans avec à la clé porter la Côte d'Ivoire à l'émergence. Noël Agnagno Sakalo, tout autre chose, la direction de la police criminelle a mis fin au parcours d'un présumé gang auteur de l'attaque du fourgon de la Sotra le 23 octobre dernier dans la commune de Port-Bouët, important la somme de 23 millions de francs CFA. Des membres du gang, des détenus évadés du palais de justice d'Abidjan Plateau auraient à leur actif plusieurs attaques à main armée dans le district d'Abidjan. Abou Sanogo, reportage. La direction de la police criminelle stoppe net la progression de ces 5 individus auteurs de l'attaque d'un fourgon de la Sotra qui transportait la somme de 23 millions de francs CFA dans la commune de Port-Bouët. Infraction qu'ils ont reconnue sans difficulté. C'est moi qui ai donné l'information à quel le fourgon vient. Je leur ai dit que la recette du vendredi, samedi, dimanche reste et puis c'est lundi on vient prendre. Ils ont dit que s'ils attaquent le fourgon, qu'ils vont me donner 15 millions. L'attaque du fourgon de la Sotra a été perpétrée par ce groupe composé majoritairement de détenus évadés du palais de justice le mardi 8 août dernier. Les Zoulous ils sont venus en costume veste. Ils sont venus en veste. Maintenant, ces Zoulous seuls, moi, je les ai reconnus dedans. Tout est mélangé dans le violent. Quand tout est mélangé dans le violent, ils ont vu ceux qui ont l'air défaits là. Ils ont vu les violents de là-bas. Et puis nous qui sont quittés à la marque pour venir violents, qui on était dedans, ils ont vu là-bas. Mais ce n'est pas tout. C'est eux qui ont attaqué le commissariat du 34e arrondissement d'Abobo-Baoulé. Ils ont désarmé des policiers qui étaient de faction à la gare de Bassam. Ils ont emporté leurs armes, leurs pistolets. Les différentes opérations de police menées sur le terrain ont permis de saisir 4 fusils AK-47 Kalachnikov, 4 chargeurs de fusils Kalachnikov, plusieurs munitions de calibre 7,62 mm, 2 radio-émetteurs récepteurs police, 2 pistolets automatiques et un chargeur de pistolet automatique. En attendant l'interpellation de complices en fuite, ces individus interpellés seront conduits devant le parquet d'Abidjan Plateau pour répondre de leurs actes. Abou Sanogo, le ministère des Eaux et Forêts prépare une loi sur la gestion de la faune sauvage en Côte d'Ivoire. Cette loi, qui vient en remplacement de celle de 1965, va intégrer les réalités nationales dont les enjeux mondiaux de conservation, de bonne gouvernance et de gestion durable de la faune dans toute sa diversité. Astou Touré. La chasse est interdite en Côte d'Ivoire depuis 1974. Malgré cette décision, le braconnage s'est accentué et a atteint des proportions inquiétantes. Cette situation a causé la disparition d'importantes espèces animales. Pour lutter contre le braconnage excessif et le trafic de la faune sauvage, chefs et chasseurs traditionnels, experts nationaux et internationaux, spécialistes en faune se sont réunis en atelier durant 2 jours. L'objectif est de faire des propositions en vue de l'adoption d'une loi réglementant la gestion de la faune sauvage. Le village constitue la base et le lieu des opérations. Et donc nous allons voir tous ensemble pour qu'on puisse faire quelque chose de plus dynamique. Il faut que les lois soient réalistes. Si elles sont irréalistes, on ne pourra pas les observer. Le ministère des Eaux et Forêts salue cette initiative. Les accords internationaux auxquels la Côte d'Ivoire a adhéré n'ont pas été suffisamment pris en compte dans l'ancien texte. Aujourd'hui, au vu de la déforestation assez importante de notre pays, l'habitat de la faune est véritablement perturbé. De ce fait, les animaux viennent souvent vivre avec les hommes et ce sont de nouvelles réalités qui méritent d'être réglementées. Il y a aussi le fait que la chasse, qui est fermée depuis 1974, n'a pas réglé au mieux le problème de la gestion de la faune.
La confrérie des chasseurs traditionnels, communément appelée Dozo, a indiqué son adhésion à la volonté du gouvernement de mettre fin au pillage des ressources fauniques. La production de smartphones ou téléphones intelligents n'est plus l'apanage des grands constructeurs internationaux. Depuis 2014, un Ivoirien, Jean-André Aïpo, s'illustre dans ce marché avec sa marque Saturn. En 3 ans, il a écoulé 150 000 terminaux en Europe et en Côte d'Ivoire. Christelle Médan. Plus de 200 marques de téléphones intelligents sont actuellement vendues dans le monde. Il y a le haut de gamme dominé par le coréen Samsung et l'américain iPhone. Et un peu en dessous, des modèles milieu de gamme. L'un d'entre eux est ivoirien. Son nom Saturn, son concepteur Jean-André Aïpo. Avant 2010, il travaille sur la sécurisation et la mise aux normes de logiciels et d'applications pour les banques. Les contraintes rencontrées avec les constructeurs l'inspirent sur une opportunité d'affaires. L'idée m'est venue de concevoir le téléphone et de modifier le système d'exploitation pour pouvoir répondre aux normes sécuritaires de la banque. Donc c'est de là que le projet Saturn sort. Avec un investissement de départ de 60 000 €, soit 39 millions de francs CFA, le jeune Ivoirien se lance dans la conception d'un smartphone haute performance dédié à des professionnels puis au grand public. Donc là, j'ai dû aller en Chine, justement à Shenzhen, à plusieurs reprises pour rencontrer des usines, pour rencontrer des fabricants, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on montait une ligne de fabrication d'un téléphone. Derrière ce séjour en Chine, une intention, installer à long terme une ligne de montage et de production de téléphones en Côte d'Ivoire. En attendant, c'est toujours à Shenzhen que J3A Technologies fait fabriquer ses téléphones et tablettes. Aujourd'hui, modification d'une commande. On voudrait apporter des modifications aux composantes mémoire de la dernière tablette. On aimerait avoir 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Est-ce que le prix va beaucoup changer? Est-ce que vous pouvez nous envoyer les nouveaux tarifs? Saturn arrive dans un environnement très concurrentiel. Inconnu du grand public, J3A n'a d'autre solution pour séduire le marché que de vendre moins cher, bien que ces terminaux soient technologiquement proches des grandes marques du marché. Pour vendre du premium 20 à 30% moins cher que la concurrence, il faut baisser les coûts de production. Plus on maîtrisait le processus de conception, de négociation avec les usines, plus on gagnait en compétences et plus on arrivait à baisser les coûts. Excite aussi la publicité et les circuits de vente physique. L'entreprise met en ligne son propre web store et distribue sur Internet. Dès l'instant où on est arrivé à se mettre sur Amazon et Cdiscount, on n'avait pratiquement plus d'argumentaire commercial à sortir pour aller chercher les clients. Bien, merci. Bonne arrivée. Le bouche à oreille, ou plutôt le C2C fera le reste. Aujourd'hui, l'entreprise est courtisée pour son expérience. Actuellement, c'est M. Aïpo qui a déjà une longueur d'avance, puisqu'en fait, son produit est là, il existe, il fonctionne, il est distribué, il y a déjà une clientèle qui connaît la marque Saturn, et donc, bien évidemment, il y a un marché captif. Comment allez-vous, monsieur Giraud? Vous allez bien? Monsieur Aïpo, ça va très bien. Ça a été? Merci de nous recevoir. Oui, je vous présente Bertrand Bousson. Bonjour, Jean-André Aïpo. Marché captif. Les premiers acheteurs de Saturn sont les clients des divisions conseil en stratégie et ingénierie des systèmes du groupe J3A. Une offre intégrée du conseil à la fourniture de terminaux spécialement adaptés aux besoins identifiés en amont. Les solutions proposées doivent être à la pointe. Jean-André a conscience de l'évolution rapide du secteur. Il surfe continuellement sur les dernières tendances et veut être parmi les premiers à proposer dans ses produits les technologies de demain. Aujourd'hui, il pense intégrer des écrans 3D sur les prochains modèles. Depuis 2016, J3A distribue ses téléphones et tablettes en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Il a commencé par les faire essayer via des partenaires presse par les employés de Fraternité Matin. Ce matin, il vient en suivi après-vente. Je suis là maintenant pour annoncer officiellement aux partenaires presse qu'est Fraternité Matin qu'à partir du mois d'octobre, les produits seront en Côte d'Ivoire et qu'à partir du mois d'octobre, nous serons là définitivement. Nous sommes heureux de savoir que c'est un Ivoirien qui a conçu des tablettes à l'utilisation. On voit que c'est une tablette qui est très confortable, facile à utiliser, rapide et la batterie se décharge moins vite. Pour conquérir le marché ivoirien, Jean-André Aïpo s'adresse à de grandes enseignes locales. Parmi elles, une grande librairie qui distribue aussi les produits Saturn.
Les commandes affluent, mais J3A n'a pas encore la capacité financière de produire plus. Sur l'hybride, on a de nouveaux processeurs qui vont être utilisés, donc c'est beaucoup plus performant que ceux que vous avez eu à tester ici. Et nous comptons distribuer des milliers. Nous ne voulons pas qu'il y ait des ruptures de stock. C'est très important. Lorsque nous commençons la campagne, il faudrait que le stock suive. Pour y arriver, Jean-André Aipo envisage de monter une usine en Côte d'Ivoire, montant à investir entre 500 et 650 millions de francs CFA. Ainsi, il pourra vendre 30% moins cher en Côte d'Ivoire. Autre sujet, la santé numérique, elle permet aux populations d'accéder en ligne à l'information qui les concerne et de voir leurs analyses de laboratoire pour mieux prendre en charge leurs problèmes de santé, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Patricia Omouetia nous en parle. La santé numérique va améliorer la confiance et la collaboration en donnant accès aux renseignements personnels sur votre santé, formuler rapidement des diagnostics, rapprocher les soins dans les collectivités rurales éloignées. C'est tout le sens de ce premier forum régional sur la capitalisation et la valorisation des interventions à base communautaire par l'utilisation des TIC dans le secteur de la santé en Afrique. Débats et échanges se succèdent parce qu'il reste encore du travail pour donner vie à ce projet. Tous les services de la santé seront concernés. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le numérique, d'abord, notre souci même en premier bas, c'est de faire en sorte que, sur le plan communautaire, c'est-à-dire que le patient qui se trouve dans la zone le plus reculée de la Côte d'Ivoire puisse être, grâce au numérique, en contact avec son médecin à Abidjan, puisse être suivi sans qu'il ait besoin de se déplacer. Prendre ces médicaments, surtout les maladies chroniques. Il faut les consultations. Il faut aussi savoir que, même à partir des consultations, les examens qui sont faits à distance peuvent être interprétés à Abidjan et même au-delà, même d'Abidjan, dans les autres pays, dans le cadre de collaboration qui s'installeraient. Le secteur de la santé est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. Depuis quelques mois, le ministère s'est engagé à développer le numérique et santé en Côte d'Ivoire. En aucun cas, on ne remplace les professionnels de la santé. Ça, il faut le dire, pour rassurer les gens. On a besoin de professionnels de la santé pour le diagnostic, pour pouvoir apporter cette analyse-là que seul un humain formé peut réaliser. Mais les technologies de l'information et de la communication sont un outil facilitateur pour améliorer la qualité des services. La transition numérique de notre système de santé, un défi à relever. Un séminaire interpays sur l'approfondissement de la thématique éducation-formation se tient en ce moment même ici à Abidjan dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit pour les experts africains du domaine de mutualiser leurs expériences en vue de mieux former les jeunes et leur garantir un emploi. Isaïe Ochodan. Les pays africains sont conscients que la formation technique et professionnelle doit se faire en adéquation avec l'emploi. Des experts africains de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont à Abidjan pour partager leurs expériences en la matière. La jeunesse représente une partie importante de la population en Afrique et cette jeunesse a besoin de voir ses compétences intensifiées. Elle a également besoin d'une formation de qualité, ce qui lui sera bénéfique. Elle pourra ainsi répondre favorablement aux attentes des employeurs. Aussi, les discussions portant sur la formation des jeunes sont très importantes parce qu'elles contribueront à répondre aux attentes des jeunes en termes de formation qualifiante. Pour la Côte d'Ivoire, cela est véritablement important. Le pays est en marche. Les discussions qui ont eu lieu ce jour sur la formation qualifiante appuieront les stratégies de formation des jeunes sur l'ensemble du continent africain. En Côte d'Ivoire, pour résoudre la question de l'inadéquation formation-emploi, un plan de réforme 2016-2020 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle existe. Une expérience partagée par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle auprès des experts. L'amélioration d'abord des offres de formation, le renforcement des capacités des formateurs, l'implication plus accrue donc, du secteur privé dans la mise en œuvre donc, de notre dispositif de réforme de formation. Et tout cela vise une seule chose, aider au renforcement donc, des compétences de nos jeunes, aider à l'amélioration de leur employabilité. Au total,
18 pays africains prennent part à cette rencontre sur la qualité de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en Afrique, à Abidjan. Radio Côte d'Ivoire a fait sa rentrée hier matin. RTI 2 également. Il y aura plus de temps d'antenne accordé aux femmes et plus de place au débat, aux échanges d'idées pour le développement de la Côte d'Ivoire. Ce sont des programmes variés tournés vers la préoccupation des populations. Franck Kouadio, reportage, regardez. De bonnes raisons d'écouter la radio nationale. Une nouvelle grille de programme pour Radio Côte d'Ivoire depuis ce matin 5 h. Déjà à l'antenne, Angeval pour la matinale. Angeval, pour nous, c'est terminé. Merci beaucoup à vous, Serge Dakouri. Avant de... Moi-même, je dirais plus 2-0. 2-0. Des invités, l'actualité nationale croquée et le sport toujours au rendez-vous. L'attention monte d'un cran Côte d'Ivoire-Maroc, c'est dans 5 jours exactement, tout est au rouge, que dis-je, tout est orange. C'est que pour cette nouvelle grille, l'accent sera mis sur le débat et l'interactivité. Nous avons reconduit quelques anciennes et nous avons créé de nouvelles. En définitive, nous aurons le débat, un magazine économique, nous aurons une tribune consacrée aux faits divers du lundi au vendredi. Nous aurons également beaucoup plus de temps à consacrer à la question de la santé. L'information de proximité avec le journal des faits divers, davantage de paroles aux femmes. Radio Côte d'Ivoire est dans son rôle, mais le groupe RTI, en pleine rentrée, c'est aussi avec RTI 2 qui annonce les couleurs. Je veux dire, nos 100% coupés décalés, zouglou, hip-hop et autres, les jeunes ont apprécié, ça, ils nous l'ont fait savoir. Donc, ils les auront. Surtout, mesdames, vraiment, je voudrais que vous notiez cela. Du lundi au vendredi, à partir de 16 h, un gros bloc de fiction pour vous, mesdames. La chaîne de divertissement du groupe RTI axée sur le sport et la culture se rapproche davantage des téléspectateurs avec sa nouvelle production. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est une quotidienne de 19h45 à 20h30 du lundi au vendredi, où nous allons donner la parole à nos téléspectateurs. C'est un plateau mené par un animateur entouré de chroniqueurs. Radio Côte d'Ivoire, RTI 2, mais aussi les productions RTI 1 lancent leur programme pour le bonheur des auditeurs et téléspectateurs. Franck Kouadio, les femmes de Bayota, localité située dans la région du Gand, ont reçu du matériel agricole. C'est un don du directeur général de Petrosi qui a répondu à la sollicitation de ces femmes qui veulent sortir de la pauvreté. Eugène Atoubé. Poésie, chansons et danses pour saluer les actions dont sont bénéficiaires les femmes du village. Bienvenue à Bayota dans la région du Gand. Les femmes de cette localité, comme celle de Ouragayo, ont reçu du matériel agricole composé de 3 broyeuses, 10 presseuses à manioc, 5 brouettes, 30 machettes et nombreux autres outils champêtres pour leur coopérative. C'est un don de Dr Ibrahima Diaby, directeur général de la Petrosi, qui par ailleurs a offert au village de Zébi-Zékou 2 abris et 100 chaises en réponse à une demande formulée par la notabilité de ce village. Plusieurs cadres du RDR, notamment le secrétaire départemental de Gagnoa, Dambélé Yakouba, et Cam C. Georges, représentant le directeur général de la Petrosi, ont été mandatés par la population de dire merci aux donateurs lors des différentes cérémonies de remise de dons. Ils ont fait la promesse, au nom du directeur général de la Petrosi, que d'autres dons suivront, en guise de réponse à la sollicitation de la population de plusieurs autres villages de la région de Gagnoa. Au Libéria, la Cour suprême a suspendu depuis hier lundi le processus électoral dans le pays à la veille du second tour prévu de la présidentielle entre l'ex-star du football international George Weah et le vice-président sortant Joseph Boakai sont fixés de nouvelles dates au scrutin. Les avis sont partagés. Gabriel Zadi. Selon ce que je comprends, la Commission a le mandat d'examiner les plaintes à l'issue d'une élection et aussi les causes de Bronski.
Si Charles Bronski demande à ce qu'on reprenne les élections, je ne suis pas sûr, en tant qu'étudiant en administration, les élections sont coûteuses. Dans tous les cas, pour chaque processus, il y aura des plaintes. Le Libéria appartient à chacun de nous. Nous venons de 14 ans de guerre qui ont fait régresser le pays. Et maintenant, nous luttons pour aller de l'avant. Le monde nous regarde aujourd'hui comme un pays de paix. Dans l'élection précédente, Bronski n'est pas content. Et je demande à Bronski et à la commission électorale de discuter pour une solution. Si la Cour suprême pense que le meilleur moyen est de stopper la campagne et d'examiner les raisons de Bronski, cela est bien pour que les élections soient apaisées. Pour moi, Bronski doit laisser les choses telles qu'elles sont. Il veut faire revenir les choses en arrière. Je vois que rien ne bouge à cause d'une seule personne, parce qu'à cause de Bronski, les gens n'arrivent plus à se comprendre et les choses sont devenues difficiles. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Victorine Yaouyobwe. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.